Les courants pédagogiques. Deux courants pédagogiques fondamentaux, le modèle constructiviste et le modèle socioconstructiviste, en réaction au behaviorisme et au cognitivisme du début du siècle. Dans le courant behavioriste et cognitiviste, l'élève est considéré comme passif, c'est un vase vide. L'enseignant ou le pédagogue est le détenteur du savoir et gestionnaire des apprentissages. Le constructivisme est une théorie de l'apprentissage développée entre autres par Piaget dès 1923 en réaction au behaviorisme qui, d'après lui, limitait trop l'apprentissage à l'association stimulus-réponse. Le constructivisme suppose que les connaissances de chaque sujet ne sont pas une simple copie de la réalité, mais une reconstruction de celle-ci. L'action est donc à la base de l'apprentissage, ainsi que le conflit entre les buts de l'enfant et les caractéristiques de l'environnement. C'est en effet par le conflit entre plusieurs sources d'informations contradictoires que se construit l'intelligence de l'enfant et sa compréhension progressive du monde. La vision du conflit chez Piaget est constructiviste, car il induit un progrès chez l'enfant. L'enfant construit ses connaissances par les conflits entre ce qu'il sait à un certain moment et ce qu'il voit. En parallèle à Piaget, c'est le modèle socio-constructiviste. Lev Vygotsky, dans Pensée et langage en 1934, a développé le socio-constructivisme. Les préoccupations de ce courant sont voisines de celles de la psychologie de l'éducation, en quoi les interactions sociales sont génératrices de progrès individuels. Il induit des méthodes coopératives d'apprentissage. Il renvoie à l'apprentissage coactif. En effet, pour Vygotsky, le développement de l'enfant va du social à l'individuel, et non pas de l'individuel au social, comme le pense Piaget. Le fonctionnement mental dérive de la structure du fonctionnement social. Pour Vygotsky, il faut donc travailler dans ce qu'il appelle la zone proximale de développement, qui est la distance entre le niveau de développement actuel de l'enfant et le niveau potentiel de développement de l'enfant, c'est-à-dire entre ce que l'enfant sait et sait faire et ce que l'enfant peut encore savoir ou savoir faire au contact d'autres individus plus capables. Voici un schéma de la zone proximale de développement. Au centre, ce que l'enfant sait déjà faire seul. Au-delà, ce que l'enfant ne saura pas faire seul. Et entre les deux, ce que l'enfant est capable de faire, donc d'aller plus loin que ce qu'il sait faire seul, avec l'aide de quelqu'un qui en sait davantage, adulte ou père. Et ce, grâce à l'étayage. Ici, une vidéo qui explique la zone proximale de développement. Un autre schéma ici. Et là, une vidéo à propos de l'étayage qui montre en quoi, à l'aide de quelques mots d'explication ou de l'intervention d'une personne, en l'occurrence ici le maître, mais cela peut être un père, l'intervention d'une aide peut permettre à un enfant d'accomplir une tâche qu'il n'aurait pas réussi à accomplir seul. Aujourd'hui, je vous parle du concept de Lev Vygotsky, la zone proximale de développement. Selon Lev Vygotsky, la zone proximale de développement décrit ce que l'enfant est capable de faire avec l'aide de quelqu'un de plus compétent. Elle se situe au-delà de ce que l'enfant est capable de réaliser seul. Concrètement, prenons deux enfants avec un QI équivalent à leur classe d'âge. Si on les aide un peu, alors que le premier arrivera à résoudre des tâches de 2 ans de plus que sa classe d'âge, l'autre ne pourra pas dépasser les 6 mois, montrant ainsi que pour des intelligences équivalentes, ils ont des zones proximales de développement différentes. On trouve aussi cette zone dans le développement social de l'enfant. C'est le cas de l'adolescent qui utilisera les connaissances de ses pairs plus experts pour apprendre à choisir ses vêtements afin d'intégrer un groupe.
L'utilisation de la zone proximale de développement n'est pas obligatoire pour que l'enfant se développe. Elle permet juste d'aller plus vite. Mais attention, au-delà de cette zone, l'enfant n'est pas capable d'apprendre. Il ne sert donc à rien de vouloir lui apprendre plus qu'il n'en est capable. Si c'est le cas, l'enfant verra plutôt l'exercice comme irréalisable et cela aura une influence sur la confiance en soi. Je compte sur vos pouces et à bientôt pour un prochain 60 secondes de psy.